Question d'éthique, une émission hebdomadaire proposée par Monique Canto-Sperber. Socrate, un événement, un récit, un problème, avec Colin Ismar. Si Socrate n'avait pas été condamné à mort par la démocratie athénienne, que saurions-nous de lui? Y a-t-il un problème de Socrate, pour reprendre la question posée dans l'essai que le philologue berlinois Schleiermacher publiait en 1817 sur la valeur de Socrate en tant que philosophe? Qui était Socrate, avec ou à côté des nombreux récits, débats et conflits qui se sont concentrés sur sa personnalité? Bonjour, Colin Ismar, vous venez de publier un ouvrage passionnant, L'événement Socrate, aux éditions Flammarion, dans la série Au fil de l'histoire, où vous donnez de ces années qui ont précédé la mort de Socrate et de l'événement lui-même, de la mort de Socrate, une interprétation extrêmement séduisante. Il y a une image d'Épinal qui s'attache à la mort de Socrate, ce que vous appelez la légende noire, la faute impardonnable de la démocratie athénienne. Qu'en est-il? Il y a bien un dissensus fondamental entre Socrate et le régime démocratique athénien. Après, ce dissensus a plusieurs dimensions. Une dimension politique, avant tout, peut-être aussi une dimension religieuse, et puis un ensemble d'éléments qui ont trait aux mœurs socratiques. Alors, que s'est-il passé exactement en 399 et quelle est la séquence d'événements, si vous pouvez la rappeler très brièvement, qui a conduit à la mort de Socrate? Donc nous sommes en 399 et donc on est 4 ans après la fin de la guerre du Péloponnèse et il faut revenir, je crois, sur cet événement, c'est-à-dire cette grande guerre qui a ébranlé tout le monde grec et même, on peut dire, la Méditerranée orientale, en opposant Athènes et ses alliés, le régime démocratique, à Sparte et ses alliés, guerre qui s'achève en 404 par la victoire des forces spartiates qui, occupant le territoire athénien, trouvent des alliés parmi des membres de l'élite athénienne qui prennent le pouvoir pendant 1 an à Athènes et donc organisent un régime d'occupation extrêmement violent qu'on appelle le régime des 30 tyrans, une espèce de junte oligarchique. Parmi les membres de cette junte se trouvent plusieurs des disciples de Socrate, Critias, Charmide notamment. Personnage familier des lecteurs de dialogues du Platon, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Personnage éponyme de plusieurs dialogues. Et à la fin de l'année 403, les démocrates parviennent à renverser la situation et reprennent le pouvoir à Athènes. Il est certain que le procès de Socrate s'inscrit dans cette conjoncture, c'est-à-dire Socrate était assimilé, ou en tout cas on lui reprochait d'avoir été le maître de plusieurs des leaders, de plusieurs des chefs politiques du régime des 30 tyrans. C'est évident, donc le contexte politique de ces années est absolument déterminant pour comprendre l'événement. Je pense toutefois qu'il n'explique pas tout. Il y a une crispation dans ces années, à la fin du 5e, début du 4e siècle, une crispation de type religieuse, ou en tout cas où la question centrale est celle du lien entre la cité, la communauté civique et les dieux. Et à la même époque, on voit plusieurs procès pour impiété qui se déroulent en 400, en 399, parfois en 398. Et donc le procès appartient aussi à cette phase, cette crispation spécifique autour de cette question, de la même façon qu'il appartient aussi à tout un mouvement dans la société athénienne de ces années autour de la question de la filiation, du lien entre les pères et les fils. Et de l'autorité, donc. Et de l'autorité. Légitime des pères sur les fils. Alors justement, on arrive directement aux trois reproches qui sont faits à Socrate et qui font le contenu de l'action qui est déposée par un obscur personnage qui sera en quelque sorte la cause instrumentale de cette sinistre histoire. Oui, donc un beau jour, effectivement, ce personnage qu'on connaît très mal, qui s'appelle Mélétos, dont on ne sait en réalité à peu près rien, vient déposer une accusation pour impiété. Donc c'est un procès bien spécifique dans le droit athénien, un procès pour impiété. Et il dépose un acte d'accusation, mais qui a été reconnu comme valide en droit par les magistrats de la cité. Donc il y a eu une sorte d'instruction.
Il y a eu une instruction parce que l'Archon III, qui avait la charge d'instruire ces procès, a considéré qu'en droit, l'accusation était valide, qu'elle tenait le coup de toute façon légalement. Et donc, sous le motif de l'impiété, l'accusation serait de 3 ordres. Socrate serait accusé de ne pas reconnaître les dieux de la cité, d'avoir introduit de nouvelles divinités et de corrompre la jeunesse. Voilà quel est l'acte d'accusation. Et donc, quelques semaines plus tard, s'organise le procès, au cours duquel Mélétos, l'accusateur de Socrate, prend la parole. 2 autres hommes sont à ses côtés et prennent la parole eux aussi contre Socrate. Socrate, semble-t-il, se défend seul, mais peut-être fait-il intervenir des témoins. Bon, tout ça. Platon, évidemment, dit qu'il se défend seul. Voilà, mais Xénophon est moins certain de ça. Enfin, il nous transmet, disons, une autre version. Et dans la procédure athénienne, le vote doit se dérouler en 2 phases. Et c'est extrêmement important. Ça explique en grande partie la condamnation. C'est-à-dire que dans un premier temps, les juges, qui sont au nombre de 500, tirés au sort parmi toute la population civique, les juges doivent statuer sur la culpabilité de Socrate. Et lors de ce premier vote, ils sont 280 à considérer qu'il est coupable, mais sans préjuger de la peine qui sera infligée à Socrate, et 220 considèrent qu'il est innocent. C'est les 220 philosophes athéniens dont parlera ensuite Voltaire à la gloire d'Athènes, qui aurait eu quand même 220 philosophes pour défendre Socrate. Donc dans un premier temps, il est déclaré coupable. Mais la procédure athénienne établit que pour déterminer la peine, l'accusateur doit proposer une peine et l'accusé doit proposer une contre-peine. Et à ce moment-là, Mélétos propose la mort. Et que propose Socrate, alors qu'il aurait pu, puisque même Xénophon le reconnaît, et même Criton le reconnaît à un moment chez Platon, alors qu'il aurait pu proposer l'exil, Socrate, semble-t-il, dans un premier temps, propose d'être nourri au Prytanée, d'être accueilli au Prytanée, donc un honneur civique absolument considérable. Donc c'est un acte de provocation, évidemment, par rapport au juge, et peut-être, dans un second temps, se rétracte et propose une amende, mais d'un montant tout à fait dérisoire. D'une certaine façon, il met les juges dans une situation impossible. Ceux qui ont voté sur sa culpabilité ne peuvent pas se déjuger en lui accordant le Prytanée. Ce serait évidemment se ridiculiser. Donc, les juges sont dans une situation impossible. Soit ils accordent le Prytanée à Socrate, soit ils votent sa mise à mort, et c'est ce qu'ils font. Cette fois-ci, dans une très large majorité. Puisqu'il y a 80 juges qui avaient voté pour l'innocence de Socrate, qui, lors du second vote, votent en faveur de sa mort. C'est ce qu'a fait dire à Nietzsche dans le Crépuscule des idoles, mais Socrate voulait mourir, ce ne fut pas Athènes, ce fut lui-même qui se donna la ciguë. Il força Athènes à la ciguë. C'est difficilement contestable. Enfin, il y a un consentement de la part de Socrate à sa propre mort. Vous donnez une interprétation, et dans votre ouvrage, extrêmement intéressante, de ces 2 premiers motifs de l'accusation de Socrate. D'une part, introduire de nouveaux dieux, et puis d'autre part, ne pas respecter les dieux de la cité. Est-ce qu'il faut prendre ces deux accusations littéralement, ou est-ce qu'elles expriment quelque chose de beaucoup plus complexe, qui est une sorte de volonté de formuler la dissidence par rapport aux catégories disponibles dans l'Athènes de ce temps? Donc, c'est un point très très difficile, parce qu'en réalité, on ne parvient pas à comprendre comment les Athéniens pouvaient reprocher à Socrate d'avoir introduit de nouveaux dieux, alors même que de nouveaux dieux étaient régulièrement introduits dans la religion civique athénienne, et parfois introduits par de simples individus, sans même qu'on ait l'impression qu'il y a un consentement de la part de la cité. Quel est le dieu, par ailleurs, que Socrate aurait voulu introduire? On ne sait pas. Et toute la littérature platonicienne ou la littérature xénophontique, en réalité, n'est pas claire là-dessus. Alors, on évoque le fameux daimonion de Socrate. Oui, mais alors pour le coup, il me semble que les travaux de Louis-André Dorion sur ce point-là sont quand même très explicites. L'emploi de to daimonion, en réalité, n'est pas si problématique que ça. Et sous la plume de Xénophon, et aussi parfois de chez Platon, daimonion est égal à n'importe quel dieu. Donc c'est difficile d'imaginer qu'il y a une théologie spécifique de Socrate
autour de cette divinité étrange qualifiée de daimonion. Ça paraît vraiment difficilement concevable. Il y a une sorte de voix de conscience qui l'empêchait d'agir dans certaines circonstances. Ouais. C'est comme ça qu'il le décrit. Chez Platon, mais chez Xénophon, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus plat, d'une certaine façon. Le daimonion lui interdit de faire certaines choses, parfois lui prescrit d'en faire d'autres, et Xénophon présente ça comme une pratique divinatoire, comme il en existait beaucoup en réalité dans les sociétés de l'époque classique. Alors pourquoi ces deux chefs d'accusation ? Alors moi, l'hypothèse que je formule, c'est que ces actes d'accusation sont des catégories légales, en réalité, qui sont inséparables de l'accusation d'impiété. C'est-à-dire que la question, à mon avis, sur laquelle les juges ont dû statuer, c'est la question de l'impiété socratique. Mais l'azébéia socratique est une notion beaucoup plus large qui recouvre l'impiété. Chez les Grecs, ça peut désigner plein de choses différentes. Évidemment, un rapport aux dieux, mais aussi des mœurs, des pratiques sociales, un rapport aussi aux politiques. Et je pense que les juges ont dû statuer sur quelque chose à la fois de très général et d'assez flou, d'une façon. Et ça, c'est le fonctionnement du droit athénien. Et je pense que dans les cas de procès pour impiété, et je m'appuie là-dessus sur un autre procès d'impiété qui n'a rien à voir avec la tradition socratique et qui date des années 340-330, où on retrouve les mêmes actes d'accusation alors qu'on a l'impression qu'on est dans un cas de figure tout à fait différent. Je me demande si en fait on n'a pas des catégories légales qui sont des catégories techniques d'une façon du droit athénien, comme on parle de coups et blessures aujourd'hui, alors même qu'il peut ne pas y avoir concrètement des coups et des blessures. Mais c'est une catégorie technique. Mais dans le cas de Socrate, ça servirait à exprimer quoi de difficilement exprimable et détaillable et conceptualisable ? Une sorte de sentiment de malaise provoqué par le mode d'action, l'action de Socrate ou sa personnalité dans le consensus politique démocratique athénien. Oui. Qu'est-ce qui s'exprime dans ce recours à des catégories toutes faites pour dire ce qu'elles disent? C'est quand même un malaise ou un sentiment d'inadéquation. Tout à fait. Il y a un malaise certain et dont le terme pour le formuler est celui d'impiété. Alors après, ce que mettent les Athéniens derrière le terme d'impiété, c'est à la fois un comportement politique, c'est sa proximité avec les cercles oligarchiques, qui est vraiment quand même quelque chose de fondamental. Mais il avait des amis de tous les côtés aussi, si on peut dire. Je ne crois pas qu'il avait beaucoup d'amis dans le camp des démocrates ou des démocrates radicaux. Mais au-delà de son positionnement politique, c'est en grande partie sa pédagogie. La pédagogie socratique, le lien qu'il entretenait avec les jeunes hommes de l'élite athénienne, l'influence qu'il exerçait sur eux, qui, à mon avis, effrayait en grande partie les Athéniens. Et puis, il y a un discours quand même. Alors, pour moi, ça reste un mystère, mais il y a quand même un discours spécifique de Socrate sur les dieux, qui, à mon avis, n'est pas dans le daimonion. La question n'est pas celle du daimonion, mais c'est tout ce qu'on a dans le Typhon de Platon, où on voit bien quand même qu'il y a une critique radicale de la part de Socrate du ritualisme polythéiste, enfin de la religion polythéiste athénienne. Alors, bon, les conditions de production de l'Eutyphron sont difficiles à déterminer, mais c'est un procès qui est totalement placé dans le contexte c'est un texte, qui est complètement placé dans le contexte du procès de 399, puisque le dialogue avec Eutyphron commence alors que Socrate va voir l'Archon III à propos de son procès. Bon. Et que Eutyphron lui-même est prêt à intenter une action. Voilà, lui-même une action d'impiété, enfin, il est pris dans une action d'impiété. Et là, il y a un discours de Socrate qui est quand même tout à fait étrange et très critique à l'égard de la religion athénienne. Dans quelle mesure les Athéniens le connaissaient ou dans quelle mesure ça leur paraissait un discours problématique, c'est évidemment très difficile à établir. Mais même la possibilité de ce discours critique est assez paradoxale, étant donné la très faible orthodoxie, l'absence totale d'orthodoxie même de la religion athénienne. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc ça aussi, c'est difficile à comprendre. Mais en tout cas, qu'il y a eu un malaise et un sentiment collectivement perçu de discordance du personnage athénien, de ses actions par rapport au consensus de la cité, c'est certain. Alors, il y avait quand même un historique d'opposition politique. Platon revient sur l'affaire des Arginus, sur l'affaire Néron de Salamine, c'est-à-dire deux occasions, on ne va pas rentrer dans les détails, où Socrate, d'une certaine façon, avait opté pour une ligne d'action différente de tous les autres. Du moins dans le récit qu'en fait Platon. Je pense que le récit qu'en fait Platon est pris lui-même dans la polémique
qui survient après la mort de Socrate. Et là, ce que présente Platon, c'est un Socrate qui se tient à égale distance des oligarques comme des démocrates. C'est sans doute pas comme ça que les Athéniens percevaient Socrate. Échine, donc un orateur athénien du milieu du IVe siècle, dit « Nous avons condamné Socrate parce qu'il était le maître de Critias, le leader des 30 tyrans ». Donc je pense que c'est cette approche-là, globale, confuse peut-être, mais que les Athéniens avaient du philosophe, hein, de la position politique de Socrate. Que la philosophie politique socratique soit beaucoup plus complexe qu'un simple ralliement à l'oligarchie, c'est certain. Comment est-ce que les Athéniens le percevaient? C'est évidemment tout autre chose. Qu'est-ce que la philosophie politique de Socrate, sinon pour l'essentiel, ce que Platon restitue dans les premiers dialogues? Alors j'ai l'impression quand même qu'il y a un point sur lequel Platon, Xénophon et les autres socratiques dont on ne dispose, enfin pour lesquels on ne dispose malheureusement que de fragments, sont d'accord. S'il y a bien quelque chose qui est au cœur de la philosophie politique socratique, c'est la question du savoir. C'est-à-dire cette condamnation du régime démocratique en tant que régime des ignorants. Régime qui, comme Socrate le dit dans le Protagoras de Platon, est capable de solliciter l'expertise de chacun des citoyens athéniens pour construire des trières, mais lorsqu'il est question de politique et de grandes décisions, le savoir n'a nulle place dans leurs décisions. Il y a un fragment d'Antisthène alors bon, c'est un fragment, mais d'un grand disciple de Socrate qui dit les sages doivent gouverner la chose publique. Et c'est quand même très contradictoire avec l'idéologie démocratique athénienne du 5e siècle. Et totalement. C'est une thèse à laquelle Platon donnera une ampleur véritablement jamais vue, mais qui défend le savoir, conteste l'autorité. Et vous évoquiez tout à l'heure l'autorité paternelle ou l'autorité des traditions. C'est sans doute le point le plus concret sur lequel a pu se concentrer une forte hostilité à l'égard de Socrate. Ce qui était représenté depuis les nuées d'Aristophane, 20 ans avant, comme une contestation directe de l'autorité paternelle et plus généralement de l'autorité au sein de la cité. Bien sûr. Et c'est ce qu'on a dans les nuées d'Aristophane en 423. Effectivement. Donc plus de 20 ans avant le procès de Socrate. Bien sûr. C'est ce qu'on a dans les fragments de Polycrate. Hein, donc ce sophiste qui justifie la condamnation de Socrate, et il y a cette rébellion des fils que Socrate organiserait contre les pères, hein, qui est mise en scène. Et on a plusieurs autres sources fragmentaires qui appartiennent pas à la tradition socratique. On a par exemple quelques fragments d'un texte que l'orateur Lysias aurait consacré à cette affaire Socrate. Et il est aussi question de ce pouvoir que détiendrait Socrate sur les jeunes hommes et qui mettrait en danger effectivement l'ordre des pairs dans la cité. Là, on touche à la question très sensible que vous évoquiez tout à l'heure de la filiation ou de la légitimité au sein de la cité athénienne, qui était comprise comme une légitimité transmise par filiation et par autorité. Oui. Alors, vous détruisez de manière extrêmement réjouissante le cas... athénien général des procès d'intellectuels dont le procès de Socrate n'aurait été qu'une illustration parmi d'autres, montrant que cette hypothèse pour expliquer ce qui a conduit à la condamnation de Socrate était assez peu fondée. Pour mettre en avant donc essentiellement ce dernier motif, c'est Zeus, protecteur de l'autorité paternelle d'une certaine manière, qui se serait trouvé directement bafoué par l'attitude de Socrate. Mais il est difficile, lorsqu'on parle de contestation d'autorité ou de légitimité ou de consensus au sein de la cité athénienne, de ne pas évoquer le mouvement sophiste, les sophistes et la sophistique en général, qui était d'une certaine manière en plein épanouissement à ce moment-là. Alors, comment situer Socrate, l'enseignement de Socrate par rapport à l'enseignement des sophistes? Est-ce qu'on peut légitimement dire, comme certains l'ont dit d'ailleurs, peut-être les contemporains athéniens, mais d'autres aussi, qu'au fond Socrate était une forme légèrement différente de sophiste? Qu'est-ce qui fait la différence fondamentalement entre les deux? Que Socrate ait été perçu comme un sophiste, c'est ce que tous les textes anciens, quand on sort de la tradition socratique, laissent penser. Chez Aristophane, Socrate est un sophiste, et surtout, au milieu du IVe siècle, des orateurs athéniens parlent de Socrate le sophiste.
En même temps, je pense qu'il y a un point de la tradition socratique qu'on ne peut absolument pas remettre en cause et qui est fondamental, c'est la question de la rémunération du savoir. Et rien ne permet véritablement de mettre en doute le fait que Socrate ne faisait pas payer son enseignement. Alors rappelons en quelques mots ce qu'est un sophiste, parce que nos éditeurs ne le perçoivent peut-être pas tout ce qu'il y a de caractéristique dans cette activité de la sophistique. Alors, les sophistes, c'est des hommes qui apparaissent, disons, dans l'univers social athénien autour du milieu du 5e siècle, qui, la plupart du temps, au début, en tout cas, ne sont pas originaires d'Athènes, et qui séjournent quelque temps à Athènes, et qui vendent leur savoir, qui enseignent, généralement à des membres de l'élite athénienne, qui enseignent des choses assez diverses. Alors, parmi toutes ces choses, il y a quand même un enseignement qui est au cœur de la sophistique, c'est la rhétorique. C'est absolument certain, mais on nous dit aussi que certains sophistes enseignent l'astronomie, enseignent la géométrie. Bon, le mouvement sophistique au milieu du 5e siècle est très lié au développement de l'idéologie démocratique. Et souvent, on fait par exemple de Protagoras, le plus célèbre des sophistes à Athènes du 5e siècle, on en fait un peu l'idéologue caché du régime démocratique au 5e siècle. Donc voilà qui sont les sophistes, ils sont très nombreux à Athènes dans la deuxième moitié du 5e siècle. Et à partir des années 420-410, il y a pas mal d'Athéniens de naissance qui semblent participer à ce mouvement sophistique, et cette fois-ci, parfois en adoptant au contraire une position de rupture par rapport à l'univers de la cité démocratique, en contestant la cité démocratique. C'est le cas par exemple de Critias, hein, le disciple de Socrate. Donc, vu de l'extérieur pour un Athénien, et c'est ce qu'on croit entrevoir chez Aristophane, Socrate participe à cet univers, c'est un des sophistes présent à Athènes et sans doute un des plus populaires, puisqu'il est populaire pour les Athéniens. Mais ont-ils été vus comme une menace par la société athénienne, comme une sorte de puissance de dissolution du consensus athénien ou des valeurs communes de la cité? Oui, il semble... Alors, ce qui est sûr, c'est que les auteurs comiques athéniens des années 420, 410, comme Aristophane, sont très critiques à l'égard des sophistes. Si on s'appuie sur eux, effectivement, on a l'impression qu'il y a un problème sophiste dans la cité. Ces sophistes qui énoncent des théories tout à fait originales, étranges sur l'ordre du monde, sur les dieux. Parce que ce sont des visionnaires et des intellectuels, ou même ce qu'on appellera plutôt des philosophes, mais en même temps, ce sont des manipulateurs de sens, et parfois de mots, même, purement et simplement. Donc ils enseignent une certaine virtuosité dans le discours, dans les mots, qui peut servir la vérité ou la desservir. Oui. Alors là, il est sûr que... Ils ont aussi une autre conception de la vérité que la conception qui est beaucoup plus fondée sur le platonicienne. consensus, sur la convergence des opinions, que sur le rapport à une vérité ou à une forme de transcendance. Enfin, mais là encore, ne sommes-nous pas, ne suis-je pas influencé par l'interprétation platonicienne, qui a été aussi tout à fait décisive pour l'histoire de la philosophie ultérieure quant à l'interprétation des sophistes? Oui, tout à fait. Enfin, c'est le problème. C'est-à-dire que Platon a fait du sophiste, évidemment, l'antiphilosophe par excellence. Replacer Socrate dans ce contexte intellectuel suppose évidemment de sortir un peu de cette perspective platonicienne. Il demeure néanmoins, à mon sens, qu'il y a cette question de la rémunération du savoir qui place Socrate en rupture avec l'univers de la sophistique. Mais ne rémunérant pas le savoir, d'une certaine manière, Socrate ne prétendait-il pas beaucoup plus former les âmes qu'inculquer des connaissances il y a chez lui tout de même, là son insistance sur la maïotique, mais encore une fois c'est dans le récit platonicien qui en est donné, mais beaucoup d'indices nous laissent penser qu'il concevait l'enseignement beaucoup plus comme une relation de formation des âmes, beaucoup plus qu'une inculcation de connaissances. Tout à fait, mais du coup, le lien qu'il entretenait avec ses élèves était par nature beaucoup plus intense. C'était pas un lien de service, c'était pas un lien comparable en effet à celui que promettaient les sophistes. Oui, et c'est quand même très frappant dans tous les récits de la littérature socratique, ce récit de l'adhésion
au compagnonnage de Socrate sur le mode d'une conversion, et presque d'une conversion amoureuse. On se donne à Socrate, on entre véritablement dans le compagnonnage de Socrate comme on entre dans une autre vie. Et ça a dû absolument troubler les Athéniens qui avaient en mémoire, par ailleurs, par exemple, les groupes pythagoriciens de la fin du VIe siècle, donc d'un siècle antérieur, mais on savait comment ça fonctionnait chez Pythagore. Et il y avait un fonctionnement pythagoricien de type tout à fait, qu'on peut qualifier quand même de sectaire. Mais alors le paradoxe, c'est que si Socrate était vu comme un sophiste, très probablement par les Athéniens, en revanche, après la mort de Socrate, on ne l'a plus vu comme un sophiste. Et aujourd'hui, évidemment, dans notre culture, très fortement marquée par l'interprétation platonicienne, moins que jamais. Donc, d'une certaine façon, c'est la mort de Socrate qui l'a transformé dans l'opinion qu'on a de lui, qui l'a totalement détaché de cette réalité du sophiste. Oui, c'est la victoire de la tradition platonicienne. Et elle a été continuellement reprise par toute la tradition philosophique. Qu'on ait vu Socrate comme une sorte de précurseur du christianisme, ou comme un précurseur de l'humanisme avec Erasme et Montaigne, ou bien au XVIIIe siècle comme l'incarnation de l'esprit des Lumières, presque, de la liberté de penser. Oui, tout à fait. Même si je pense que la prééminence absolue du texte platonicien remonte surtout au début du XIXe siècle. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Xénophon est presque lu et apprécié autant que Platon. Et d'une certaine façon, il y a un discours sur Socrate qui est bien plus divers, pluriel, que ce qu'il devient à partir du XIXe siècle, et la consécration de la philosophie comme une discipline universitaire, et la suprématie philosophique de Platon sur Xénophon. Donc il n'y a plus aucun moyen de revenir sur cette interprétation platonicienne. Bon, sinon, en lisant les travaux des historiens, bien sûr, mais... Oui, ou en relisant Xénophon. Il y a beaucoup de travaux en ce moment autour de Xénophon, et qui essaie de redonner corps à la pensée de Xénophon, ou même la philosophie de Xénophon. Enfin, la philosophie socratique à travers l'œuvre de Xénophon. Mais tout de même, ne peut-on pas dire que le Socrate qui transparaît des dialogues de Platon est infiniment plus intéressant philosophiquement, intellectuellement, que celui qui se dégage des textes de Xénophon ? Si. Certains disent même que si Socrate avait été celui que décrit Xénophon, on se demande pourquoi Athènes l'aurait mis à mort. Non, tout à fait, bien sûr. C'est le Socrate de Platon qui le rend si extraordinaire. Enfin, c'est Platon qui rend Socrate si extraordinaire. Mais le Socrate de Xénophon est aussi intéressant. Bon, merci Paula Ismar pour cette discussion passionnante, j'espère pour nos auditeurs. Merci à François Connat qui a réalisé cette émission, et à Philippe Mercher qui était à la technique. Alors se découvrant, Socrate dit, gritons, nous devons un coq à Esculape, n'oublie pas d'acquitter cette dette. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet fort différent puisqu'il s'agira des robots et de l'arrivée des robots dans notre monde, à la fois de production et de service, avec Robin Rivato. Un peu de temps après, il fit un mouvement convulsif. Alors l'homme le découvrit tout à fait. Ses regards étaient fixes. Criton s'en étant aperçu, lui ferma la bouche et les yeux. Voilà, Écratès, quelle fut la fin de notre ami. Du plus sage et du plus juste de tous les hommes. N'oubliez pas Marie Richeux, qui vous propose pour pas la peine de crier, dès à présent. Et quant à moi, j'espère vous retrouver jeudi prochain. D'ici là, très bonne semaine à tous.